Poule. Dialogue pour le temps présent et pour les temps futurs. Une émission de Marc Wielinski, tous les dimanches de 13h à 14h sur RCJ. Où va notre monde ? Comment mieux le comprendre ? Que puis-je faire pour l'améliorer ? Que m'est-il permis d'espérer ? Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français. 01 53 59 47 47. Aujourd'hui, le nouveau monde des médias, une urgence démocratique avec Nathalie Sonac. Nathalie Sonac, bonjour. Bonjour. Et Nathalie, vous êtes professeure à l'université Paris Panthéon-Assas. Vous êtes ancienne membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA. Vous étiez membre donc de 2015 à 2021 et vous travaillez sur les enjeux des médias et du numérique. Et vous venez de faire paraître un livre aux éditions Odile Jacob, Le monde des médias, une urgence démocratique. Alors, Nathalie Sonac, la première question que j'ai envie de vous poser, on va rentrer un petit peu dans le corps de cet ouvrage qui est tout à fait passionnant pour comprendre, pour décrypter le monde des médias actuels. Mais la première question, c'est une urgence démocratique. En quoi le monde des médias actuels relève-t-il de cette urgence ? Il relève de cette urgence parce qu'il est bousculé depuis de longues années par les nouvelles technologies de l'information et le numérique, mais particulièrement depuis 3, 4, 5 ans, où véritablement Internet est dans tous les foyers. Nous avons tous accès à la possibilité finalement de produire de l'information, de la diffuser, de la distribuer depuis notre téléphone portable. Et finalement, ça a tout changé. Donc le numérique est partout, le numérique est dans nos vies. C'est en même temps une formidable opportunité, on l'a vu pour les printemps arabes par exemple, pour des révolutions, pour des moyens de s'exprimer pour les plus petits comme les plus grands. Et dans le même temps, on y voit une circulation justement sur le net de désinformation, de mauvaises informations, d'intentions de faire diffuser de l'information de mauvaise qualité, voire des fake news, comme on le dit aujourd'hui. Et puis, on en comprend tous les enjeux aujourd'hui et les conséquences que moi, je trouve dramatiques pour nos démocraties qui vivent dans cette période-là, dans un contexte véritable de déconsolidation, où il y a une véritable défiance vis-à-vis des médias traditionnels. Et pourtant, ce sont eux qui restent toujours les garants de la fabrique d'une information dite de qualité. Et aujourd'hui, les médias traditionnels, que ce soit la presse, la télévision, la radio, l'affichage, le cinéma, sont confrontés à une concurrence directe de la part de ces nouveaux acteurs que sont les plateformes, les services de vidéo à la demande, les réseaux sociaux, les médias sociaux. Et cette concurrence-là, elle est à la fois économique, évidemment, parce qu'elle leur pique leurs recettes publicitaires et leurs internautes, lecteurs ou téléspectateurs, et qu'en même temps, ce sont quand même les médias traditionnels qui sont à l'origine et qui sont les garants de la fabrique d'une information de qualité. Et donc, si nous ne les avons plus, eh bien, qu'est-ce qu'il en sera de notre démocratie, puisque les médias sont des vecteurs de démocratie ? Alors, Nathalie Sonac, on va revenir sur tous ces points, évidemment, mais il y a une certaine mise en profondeur dans votre livre, et on a l'impression qu'on a vécu quand même pendant pas mal d'années, disons 30-40 ans, entre les années 60 et la fin des années 2000, disons vite, avec finalement un monde des médias qui était assez simple. Vous aviez la télévision, que les gens regardaient. Alors, il y avait de plus en plus de chaînes, mais bon, les télévisions classiques. Et puis, vous aviez les médias traditionnels, vous aviez la radio, vous aviez les journaux. Et tout ça, vous décrivez les modèles économiques, vivez avec des modèles économiques qui étaient assez clairs. Et d'un seul coup, on a l'impression que, est-ce que c'est la technologie, est-ce que c'est le monde, que tout ça a explosé, que tout ça est devenu extrêmement compliqué, que les modèles économiques ont disparu, que tout le monde se cherche en fait. C'est compliqué parce que l'arrivée du numérique finalement est une formidable innovation technologique qui rend transverse l'ensemble de nos pratiques et en même temps qui oblige finalement les médias traditionnels à se repenser.
la radio fait de la télévision. Cette émission sera parce que là, diffusée. on est filmé pour YouTube. Génial, Absolument. et donc on est filmé, en même temps on retrouvera l'émission en podcast, donc on voit bien que la radio qui était un média de l'immédiateté n'est plus ça, s'inscrit dans le temps pour devenir un média de patrimoine. De la même façon, la télévision s'est transformée, elle est en résonance permanente avec des médias sociaux, avec des réseaux. Il n'y a pas un groupe aujourd'hui qui ne soit pas présent en ligne, et on voit bien que tout cet univers-là a changé de paradigme. Donc on comprend bien qu'il faut qu'il se reconstruise, mais dans le même temps, eh bien, les modèles d'affaires qui étaient assez calés, comme vous le disiez, on avait eu un service public qui bénéficiait d'une redevance, des radios privées qui bénéficiaient de recettes publicitaires. Eh bien évidemment, tout ça vole en éclats lorsque des nouveaux médias arrivent, vivent totalement autrement, ont des modèles finalement d'affaires qui sont très semblables, et eux aussi vont chercher de la publicité, mais leur puissance de frappe, ce qu'on appelle des effets de réseau, cet effet de puissance de frappe que peuvent avoir ces acteurs sur le numérique, eh bien finalement embarque l'ensemble de la chaîne de valeur et conduit à une diminution drastique des recettes publicitaires pour les médias dits traditionnels et dont la réglementation et dont encore l'organisation est encore très en silo. Donc on voit bien que le numérique oblige la transversalité et c'est ces transformations-là qui déséquilibrent totalement l'organisation des médias dits traditionnels. Ouais. Alors, vous expliquez très bien dans votre livre, de façon très claire, je rappelle, Le Nouveau Monde des médias, Nathalie Senac, édition Odile Jacob, sur quoi reposaient les médias, je dirais traditionnels, c'est-à-dire à la fin du XXe siècle. Vous aviez un modèle que vous appelez biface d'ailleurs, pour les médias. Vous avez d'un côté les abonnements qui se sont développés au cours des dernières décennies, et puis d'autre part la publicité. Voilà. Donc, en gros, on pouvait dire que les médias traditionnels, radio, télévision, fonctionnaient de cette façon-là. Et aussi la presse, d'ailleurs. C'était le même modèle. Tout à fait. Ça, c'est assez intéressant et c'est assez drôle, d'ailleurs, de revenir aux origines. Vous avez en 1836, c'est Émile de Girardin, dans son petit journal qui s'appelait La Gazette, qui s'est très vite rendu compte que s'il voulait que son titre soit accessible au plus grand nombre, donc c'est-à-dire qu'il soit vendu à un prix qui ne soit pas trop élevé, eh bien, compte tenu du coût très élevé de la fabrique de l'information de qualité, eh bien, il va falloir aller chercher une autre recette publicitaire pour pouvoir couvrir son coût de production. Et donc, il a l'idée d'aller chercher de la publicité, des petites annonces, en se disant, finalement, vous voyez, je vais avoir deux recettes. Une recette qui vient des lecteurs, soit par la vente en direct dans un kiosque, soit par abonnement, et en même temps, une recette qui émane des annonceurs. Et donc, ces deux recettes lui permettaient, de couvrir son coût de production de son titre, et en même temps, de pouvoir faire de la marge. Mais ça lui permettait d'avoir un prix qui ne soit pas trop élevé pour diffuser au plus grand nombre, avec cette idée quand même de citoyenneté, de la fabrique de celui qui finalement est un consommateur quand il commence à lire, et au fil des années devient un citoyen parce que l'information lui a permis finalement de se forger une opinion par lui-même. Eh bien, c'est assez drôle de regarder le modèle des plateformes qui est très semblable. C'est exactement le même principe. Ce que vous appelez les plateformes, c'est les plateformes, donc les services de vidéo à la demande, les réseaux sociaux, un Facebook, un Twitter, un Google. Donc tous ces acteurs-là, qui sont des acteurs en ligne, font exactement la même chose que notre ami Émile de Girardin en 1836, fait exactement la même chose qu'a fait pendant des années TF1, M6, et qui ont fait aussi la presse gratuite, à savoir finalement vous vendre à un prix qui est égal à zéro, donc avec cette impression que nous, consommateurs, on ne paye rien, et que le seul en fait acteur qui vient couvrir le coût de production et assurer la marge de l'éditeur, eh bien c'est l'annonceur. Ce modèle de la gratuité, c'est celui qu'a utilisé les plateformes. Là où c'est fantastique pour ces acteurs en ligne, c'est qu'ils ont évidemment un modèle qui est complètement mondial. Ils sont présents dans l'ensemble des pays du monde, que le numérique abolit totalement les frontières et leur permet d'avoir une masse de lecteurs et de téléspectateurs qui n'a plus rien à voir avec celle d'Émile de Girardin, puisque on parle de 2,6 ou 2,4 milliards d'utilisateurs pour Facebook. TikTok, en l'espace de quelques années, a complètement envahi la toile et ça a été approprié par plus lui aussi 2 milliards d'utilisateurs. Donc on voit bien qu'on n'est plus du tout
dans les mêmes échelles et que ces acteurs-là sont hyper puissants économiquement parlant et financièrement parlant. Si vous regardez Google et Apple, par exemple, ils ont une valorisation boursière de 3 800 milliards de dollars, c'est-à-dire que ces deux acteurs ont une valorisation boursière qui est supérieure à celle du PIB français. Donc on voit bien que nos médias dits historiques ou traditionnels eh bien, sont complètement face à des concurrents qui sont bien plus puissants qu'eux. C'est vrai en France, mais c'est vrai évidemment dans toute l'Europe et dans les autres pays du monde. Mais effectivement, pour revenir à ce modèle économique, il y a véritablement un point central, qui est ce que les économistes appellent finalement les marchés à deux versants, le two-sided markets. C'est l'idée d'avoir finalement deux groupes d'agents différents, lecteurs, téléspectateurs d'un côté et annonceurs de l'autre, qui, lorsqu'ils se rencontrent sur un média ou sur une plateforme, eh bien, génèrent des interactions qu'on appelle des effets de réseau et qui sont très largement amplifiés dans le numérique. Ça, vous l'expliquez très bien, une espèce de boucle de rétroaction qui se fait entre les... donc c'est un modèle extrêmement robuste qui est né au 19e siècle. Très solide. Plus vous avez de gens qui lisent votre revue, par exemple, plus vous avez d'annonceurs, plus vous pouvez investir dans les programmes, plus vous pouvez investir dans les programmes, plus vous avez de nouvelles personnes. Mais alors ça, c'est un modèle où, comme vous dites, où il y a deux sources de revenus. Oui. Il y a la source de revenus des gens qui payent soit un abonnement, soit qui payent à l'acte en achetant un journal, avec une somme modique, effectivement, pour qu'on ait le plus possible. Et puis, vous avez les annonceurs. On a l'impression quand même que ce qui est en train de se passer là depuis 5 ans, 10 ans dans l'univers du numérique, c'est qu'on a basculé sur un modèle. Alors, on reparlera des abonnements, des plateformes, etc. Mais on a massivement quand même basculé sur un modèle gratuit où nous avons accès à tous les médias. YouTube, Google ou Twitter, tout ce que vous voulez est accessible gratuitement. Donc, il y a une partie de ces revenus qui n'existent plus. Les gens ne font plus l'effort de mettre 1 ou 2 euros pour... Alors pourquoi est-ce que c'est ce modèle-là qui finalement a triomphé ? Les marketeurs ont l'habitude de dire que finalement, quand vous ne payez pas le produit, c'est vous. Ce modèle a triomphé. Bien, on comprend bien, évidemment, si je vous dis demain matin, vous n'avez plus à payer d'impôts, vous serez ravis de ne plus en payer. Et si je vous dis que tous les vêtements que vous allez pouvoir vous procurer seront gratuits, on voit bien qu'évidemment, la gratuité dans une économie marchande, c'est quelque chose qui est simple, mais en même temps, évidemment, très, très pratique. Mais il y a forcément quelqu'un qui paye, puisque tout produit produit un coût, évidemment. C'est pas gratuit de le fabriquer, c'est ça que je veux dire. Donc là où il est redoutable leur modèle, c'est que finalement, dans le monde numérique, et c'est là que les médias traditionnels aussi, lorsqu'ils basculent dans le monde numérique, rencontrent les mêmes phénomènes, c'est que ces acteurs récoltent de la donnée massivement. Donc tout ce qu'on appelle l'économie du big data, c'est-à-dire que ce sont des modèles dits de recommandation. Donc ils vont collecter la donnée et c'est sur la base de cette collecte massive de données sur lequel on va accoler et de l'algorithmie et de l'intelligence artificielle qui va permettre de renforcer leur modèle. Et c'est là leur puissance de frappe exceptionnelle, c'est que à la fois ces données vont permettre de mieux vous cibler du point de vue des annonceurs. Je vais mieux vous connaître que ce que autrefois Médiamétrie pouvait collecter comme données, à savoir votre nom, prénom évidemment, mais c'est pas ça l'intérêt, c'est savoir si vous êtes un homme ou une femme, donc votre catégorie socio-professionnelle, votre lieu géographique. Et là, ça va beaucoup plus loin. Parce que vous me connaissez individuellement dans les médias. Bien sûr. Vous, Nathalie Senac, est connue individuellement par les médias. Et c'est exactement ce qu'elle fait, elle est pistée, etc. Et c'est là, en fait. C'est plus des genres sociaux, si vous voulez, en disant elle appartient à la catégorie socio-professionnelle, voilà, etc. C'est véritablement une connaissance de l'individu. C'est la connaissance de l'individu et c'est là qu'on bascule dans l'urgence démocratique. Parce que cette connaissance de l'individu, comme vous le disiez, elle est très approfondie. Elle est très approfondie parce que ces petits cookies fichiers informatiques qui sont comme ça, qui nous suivent, eh bien, vont nous suivre. C'est ce qu'on appelle toute la traçabilité. C'est-à-dire qu'on expliquez-nous ce que c'est que ces cookies, parce qu'on en entend parler, mais vous l'expliquez bien dans le livre. Donc, des petits fichiers informatiques qui permettent finalement, systématiquement, lorsque vous vous connectez ou lorsque vous ouvrez un site, eh bien, et ensuite, il va pouvoir vous suivre. Donc, il va pouvoir vous tracer dans toutes vos actions. Donc, à la fois, c'est comme si on nous glissait un petit micro dans la poche et puis qu'on pouvait espionner tout ce qu'on fait pendant toute la journée. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à la fois, ça permet de voir ce que vous aimez, puisque vous allez dire j'aime cette page, je vais
sur cette page, je vais sur ce site, je vais dans ce magasin. Donc on voit bien quelle appétence vous avez pour les produits, mais en même temps, il va permettre de voir quels sont les amis que vous avez, pour pouvoir entrer finalement un peu plus dans la sémantique et dans l'approfondissement de votre connaissance. Les travaux de Shoshana Zuboff sont extraordinaires en la matière. Elle a écrit un ouvrage, notamment plusieurs, mais qui s'appelle L'intelligence du capitalisme. Et donc, finalement, ce capitalisme-là met en évidence combien, finalement, leur modèle économique s'appuie uniquement sur l'idée de vous dire « je vous trace pour vous conduire à encore plus ». Consommer. En fait, c'est pas l'intelligence du capitalisme, pardon, c'est le capitalisme de surveillance. Je me disais que ça n'allait pas. Capitalisme de surveillance. Et donc, ces travaux, les sociologues et anthropologues, vous conduisent comme ça, justement, à démontrer combien on a une connaissance approfondie. Alors, qu'est-ce qu'ils en font de cette connaissance ? D'une part, ça leur permet d'attirer beaucoup mieux les annonceurs, parce qu'on n'a pas simplement votre sexe, votre catégorie socio-professionnelle et les quelques achats que vous pouvez faire, mais ça va beaucoup plus loin. Donc, ça permet aux annonceurs, finalement, de mieux vous cibler et de pouvoir faire une publicité qui est totalement personnalisée. Donc l'annonceur est beaucoup plus efficace. Donc ça rentre beaucoup plus de recettes publicitaires pour la plateforme. Et dans le même temps, c'est également vrai pour les contenus, à savoir finalement en collectant massivement l'ensemble de vos données, de vos traces, de ce que vous regardez, combien de temps vous passez de temps à regarder un film, une série, toute cette connaissance-là très approfondie, permet aussi de fabriquer, de produire d'autres programmes qui vont vous plaire aussi. Donc on voit bien derrière, même si les médias traditionnels le font aussi, il faut pas, on n'est pas dans un monde de bisounours, il n'y a pas simplement les vilains plateformes et aujourd'hui les médias traditionnels qui ne feraient pas ça. Les médias traditionnels utilisent ces outils évidemment, mais leur puissance déjà est beaucoup moins importante et dans le même temps ils le font dans un cadre de loi. En France on appelle ça le RGPD, donc le règlement. Oui, c'est ça, c'est encadré par des lois. C'est très encadré par des lois. Le monde numérique ne l'est pas ou pas alors encore. Que les acteurs, en tout cas internationaux, ils le sont, on tente, ça se joue au niveau européen, mais c'est pas du tout encore complètement dans les clous, si j'ose dire. Et n'étant pas dans les clous, on en revient à cette urgence démocratique, c'est-à-dire que cette utilisation de données, de suivi, peut conduire, d'une part, à vous faire plus consommer, ce qui est vraiment quand même pas le sens de la vie peut-être, mais sans rentrer dans la philosophie, en même temps, possiblement vous manipuler. Et c'est là que ça devient dangereux. Là-dessus, parce qu'effectivement, ce qu'on voit bien dans votre livre, c'est que à l'origine, on a une espèce de modèle économique capitaliste très puissant fait pour vous faire dépenser plus d'argent, etc. Et qu'évidemment, il y a une extension vers le politique derrière qui est assez évidente. Mais pour revenir sur ces aspects un peu publicitaires, tout le monde peut faire l'expérience. L'autre jour, je cherchais un portant avec des cintres pour mettre je cherchais ça sur Internet pour mettre chez moi. Et le soir, je vais sur Facebook et je suis inondé. Alors, sur Facebook, j'avais pas été comme ça. Et je suis inondé de publicités sur les cintres, les portants, les machins, les porte-manteaux, oui. Tout ce que vous voulez. C'est pas très malin parce qu'en même temps, on se dit que quand on a déjà acheté une tondeuse, on peut en acheter 3 le soir même. Mais alors, ça doit vous arriver aussi. C'est-à-dire que souvent, évidemment, Internet cherche à me vendre mes propres livres. Oui. Voilà. ça peut vous intéresser. C'est bon. Oui. Non, mais ça, c'est le côté un peu bébête. C'est le côté un peu bébête de la publicité. Oui, voilà. Oui, c'est le côté bébête de la publicité, mais ça dit des choses. C'est qu'on voit qu'on est dans un enfermement. Les travaux de Bonnel l'expliquent très bien, vraiment d'enfermement finalement informationnel, possiblement de biais cognitifs en tout cas. C'est-à-dire que on vous embarque dans ce que vous connaissez déjà. On vous embarque dans ce que vous aimez déjà. Alors, en matière de publicité, c'est très désagréable, mais en matière, une fois encore, d'information ou de contenu, ça signifie que lorsque on commence à consommer ou à regarder des sites, on va dire maintenant pour l'écologie, ça pourrait être évidemment l'inverse, qu'importe, eh bien, on a un renforcement dans nos convictions, dans la mesure où tout ce que l'on va regarder, tout ce que l'on va consommer, eh bien, vient dans le même sens, puisque c'est ce que l'on a déjà aimé. Donc ça va drainer l'ensemble, par exemple, des travaux de journaux, des articles et des éditos qui vont dans le sens
de ce que j'ai aimé une fois, puisque j'ai regardé un article, j'y ai passé du temps, je l'ai liké, je l'ai partagé, d'autres amis m'ont donné leur avis, et on voit bien qu'on aime bien cette pensée-là ou cette opinion-là, et donc ça va renforcer. Là, c'est une vraie discussion. Alors, il y a un risque d'enfermement, en fait. Alors, il y a la publicité, Tout à fait. on a vu ce côté un petit peu bestial, je dirais, brutal de la publicité qui vous vend des choses que vous cherchez déjà. Mais effectivement, si vous êtes bombardé, par exemple, d'informations, etc., ou de vraies ou fausses d'ailleurs, disons, d'éléments de communication qui vont dans le sens de votre opinion, pour renforcer votre opinion, vous finissez par être enfermé dans un monde et finalement qui vous conforte en permanence dans ces opinions. C'est vraiment des bulles d'enfermement, hein. C'est Lise Evero qui disait ça, des bulles d'enfermement. Là encore, Gérard Bronner parlait en fait de biais cognitifs. Donc c'est là que le danger démocratique existe, hein. Le scandale de Cambridge Analytica qui a pu avoir eu lieu, donc c'est-à-dire que c'était des données qui émanaient de Facebook, c'est ça? C'était en fait une entreprise d'influence qui avait effectivement récupéré plus de 80 millions de données de profils d'utilisateurs de Facebook à leur insu, d'où tout à l'heure le point sur le RGPD. Donc à l'insu surtout des utilisateurs. Donc à l'insu de Facebook, non. Mais à l'insu Alors c'est le grand truc. Est-ce que Facebook était au courant de l'affaire? On voit bien qu'en tout cas, il n'a pas protégé, c'est ça qui est important, les utilisateurs de telle façon à ce que ceux-ci se voient leur profil se faire aspirer par donc cette société qui s'appelle Cambridge Analytica et qu'il a ensuite bombardé de messages au profit d'un vote pour Donald Trump. Avaient pour clients des hommes politiques, et notamment Donald Trump, c'est ça, ou les gens du Brexit, etc. Non, pas tout simplement. C'est tout simplement, ils se disent, voilà, il y a Donald Trump qui est en poste, il y a la réélection possible, nous souhaiterions que ça soit lui. Eh bien, on aspire des profils d'utilisateurs dont on perçoit que potentiellement, possiblement, ils pourraient être des votants pour Donald Trump, puisqu'on a une vraie connaissance approfondie de leur profil, et on la bombarde de messages qui sont très individualisés. Donc, nous pourrions avoir, par exemple, tous les deux à peu près les mêmes opinions. En revanche, nous n'allons pas recevoir le même message, tout simplement parce que déjà vous êtes un homme et moi je suis une femme. Donc, de par nos comportements, nous sommes différents. Le comportement d'achat ou tout simplement comportement d'opinion. Et là où c'est absolument extraordinaire, d'un point de vue, entre guillemets évidemment, mais extraordinaire d'un point de vue technique, d'un point de vue technologique, c'est cette capacité qu'il y a à croiser des milliards de données qui conduisent finalement à affiner une information qui va potentiellement vous faire changer d'avis ou vous envoyer vers là où vous ne pensez pas que vous auriez été. Et c'est là que les travaux... Comment ça se passe exactement? C'est-à-dire que ces grandes vous recevez de la publicité qui est complètement ciblée. Donc vous recevez de l'information qui est potentiellement que vous allez apprécier et que vous allez suivre. C'est pas très grave. Je décode tout de suite. Non, mais si je sais par exemple que vous êtes pro-Donald Trump, je ne vais pas vous dire allez voter Donald Trump. En revanche, je vais pouvoir vous dire que Hillary Clinton, elle a participé à la Pizzagate et donc vous allez détruire l'adversaire pour lequel, a priori, vous pourriez voter. Et donc on vous renforce, c'est intelligent, hein, on vous renforce dans votre vote par des actions qui sont menées, mais ces actions, elles sont massives. Ça a été vrai pour Donald Trump, ça a été vrai pour Bolsonaro, tout à fait. Ça a été vrai pour le Brexit. Vous regardez aujourd'hui, hein, on est quelques années après le vote du Brexit en Angleterre, au Royaume-Uni, et on constate aujourd'hui, en tout cas, toutes les sondages montrent que la majorité aujourd'hui des Anglais seraient défavorable au Brexit. Donc, elle l'était peut-être à l'époque du vote. Exactement. Ouais. Elle l'était peut-être à l'époque du vote. Il y a un ouvrage qui est vraiment intéressant de Giuliano da Empoli, qui a écrit donc... il est venu ici. Fantastique. Qui a écrit donc... Les auditeurs peuvent se référer, c'est sur YouTube, il est venu il y a 1 an et demi parler des ingénieurs du chaos. Ah, exactement. Voilà. Eh bien, cet ouvrage-là, Les ingénieurs du chaos, je fais référence aussi dans mon essai, parce qu'il démontre très très bien, démontre très très bien le mouvement 5 étoiles en Italie, comment il s'est constitué, comment il a été mis en place et comment finalement Internet a vraiment été, alors je dis Internet c'est très large, hein, mais en tout cas comment les outils du numérique ont permis finalement d'être utilisés et de pouvoir mettre en place un mouvement
uniquement sur la base, non pas d'un bureau politique, d'échange, mais d'échange entre des acteurs, entre des bénévoles qui ont envie comme ça de s'embarquer en politique, de pousser des idées, mais sur finalement des idées qui remontaient dans les échanges de mails qu'il y a pu avoir ou des échanges qu'il y a pu avoir et qui surfaient uniquement sur la vague, sur le haut de ce qui n'allait pas pour pouvoir ensuite en construire un programme. Donc il a montré, et c'est ce que montrent aussi les lanceurs d'alerte comme pour Cambridge Analytica ou comme Frances Haugens maintenant, qui dénoncent aujourd'hui finalement cette utilisation à mauvais escient de l'ensemble de ces bases de données qui peuvent être manipulées lorsqu'elles tombent entre les mains de gens qui ont décidé finalement de vous orienter. Et alors, le mécanisme, c'est quoi? C'est-à-dire que si je suis un adepte de Trump, on prend l'exemple, reprenons celui-ci, mais parce que c'est le effectivement. plus parlant, Oui. on va me conforter. C'est-à-dire qu'on va m'envoyer de façon plus ou moins ciblée des informations qui vont me conforter dans mon choix politique. C'est ça, ils vont vous conforter soit en même temps pour aller dans le sens de Trump, soit à l'époque aller détruire ou en tout cas envoyer des images extrêmement négatives sur son adversaire politique. Mais ça, Nathalie Sonac, je vais vous embêter un peu, mais ça n'a rien de nouveau. Parce qu'il y a quelques décennies, quand les gens lisaient l'Humanité, par exemple, les gens qui avaient une sensibilité communiste, ils lisaient l'Humanité, ils étaient aussi dans le renforcement de leurs opinions en permanence, parce qu'ils ne s'attendaient pas à voir dans l'Humanité disons des pages dithyrambiques sur le grand capitalisme, etc. Et ceux qui lisaient un journal de droite, ils ne s'attendaient pas non plus à voir la révolution arriver demain. Donc, ça, d'une certaine façon, le fait de lire des journaux ou d'être sur des médias conformes à nos opinions et qui nous renforcent dans ces opinions, ça a toujours existé. Vous avez raison, le principe n'est pas nouveau, comme les fake news, comme la propagande, comme les médias, les médias qui utilisent les médias comme outil de propagande, c'est effectivement, il n'y a rien de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est le côté massif. Ce qui est nouveau, c'est l'ampleur à laquelle ça va. Ce qui est nouveau peut-être aussi, c'est qu'on a changé d'espace public. On était dans un espace public à l'époque dont vous parliez, qui était un espace public dit d'Habermas, au sens d'Habermas. C'est-à-dire que les journalistes, les experts, les politiques avaient finalement d'une certaine façon le monopole de l'information qu'ils traitaient, qu'ils diffusaient, qu'ils hiérarchisaient, qu'ils organisaient et qu'ils envoyaient et qu'ils distribuaient. Donc c'était un petit groupe de gens qui avaient ce monopole-là. Aujourd'hui, et ça c'est vraiment la bascule dans l'univers du numérique, on est dans un espace public qui n'est plus habermasien. On est dans un espace public où tout à chacun a la possibilité de fabriquer de l'information, de la traiter, de la diffuser, de la distribuer, quel que soit le type d'information. Ça c'est vraiment une transformation qui est majeure, qui est nous sommes tous devenus des médias. Donc nous sommes tous médias parce qu'on a un iPhone dans notre poche et donc on est devenu médias. Ça, c'est vraiment une transformation majeure. Et la seconde transformation qui s'accole à cette première transformation, c'est que finalement, on se retrouve dans un espace où toutes les informations, quelles qu'elles soient, arrivent dans notre champ informationnel et se diffusent dans notre espace informationnel de la même façon. Il ne va pas y avoir de barrière, il ne va pas y avoir de hiérarchisation. Je vais accéder à une information qu'elle soit fausse ou vraie, exactement, moi, dans mon accès, dans les mêmes conditions. Lorsque j'allais à mon bureau, à mon kiosque, et que lorsque ils y allaient dans leur kiosque et qu'ils achetaient l'Humanité, les gens savaient qu'ils allaient acheter l'Humanité. Donc vous savez à quoi vous attendez. Lorsque vous achetez le Figaro, vous savez, lorsque vous achetez Libé, etc. Là, aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette échelle-là. On n'a pas simplement une dizaine de journaux, on en a des milliers de chaînes de télévision. Alors je parle de chaînes de télévision parce que les médias, les journaux existent encore, évidemment, et c'est une très bonne chose pour notre démocratie, les médias, les journaux et les magazines. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, l'écran a complètement envahi notre espace informationnel et on n'est plus face à quelques médias, mais à des milliers d'informations. Donc on voit bien qu'on parle d'ailleurs d'infobésité, parce qu'on a une... Trop d'infos. Exactement. Parce que trop d'informations risquent de tuer l'information. On ne sait plus quelle est la bonne information de la mauvaise information. Alors ça... Pour le coup, Nathalie Sonac, ça irait plutôt dans le sens... Ça va pas dans le sens de la manipulation. Ça va dans le sens de... Voilà, on est devant un flot d'informations qu'on ne sait pas dire gérer, mais à la limite, on a accès à tout.
Là, on n'a pas Oui, l'impression d'être manipulé. oui. On est inondé, mais pas manipulé. Mais d'où cette transformation du paysage. Il y a à la fois une manipulation possible, elle n'est pas systématique non plus, elle est possible. On a une information qui émane d'absolument tout le monde et donc je ne suis pas capable de dire est-ce qu'elle vient d'un journaliste qui a fait son job ou qu'elle vient de monsieur ou madame Michu qui a décidé de dire qu'il n'était pas content ou qu'il était content pour tel ou tel point. Et dans le même temps, vous, consommateurs, vous êtes face à justement cette myriade, cette déflagration d'informations qui vous arrivent par tous les canaux. Parce que c'est pas parce que je suis en ligne, que je suis uniquement sur Internet, j'ai la possibilité aussi de consommer du TF1, du Monde ou du Figaro en ligne. Donc on voit bien qu'on est complètement face à un champ informationnel qui a explosé et pour différentes raisons doit complètement revoir son cadre pour toutes les raisons qu'on vient d'indiquer. Alors, Nathalie Senac, vous parlez aussi beaucoup de la formation, bien sûr, de la culture, de la production du visuel, du cinéma, de la télévision, etc. Et là, il y a eu aussi un basculement très important avec l'arrivée des grandes plateformes, Netflix, Amazon et autres, face à, là aussi, à un média traditionnel avec un paysage qui était bien... Bon, qui a vécu quand même pendant 20, 25 ans, 30 ans, où vous aviez, par exemple en France, Canal+, qui donnait beaucoup d'argent, qui finançait beaucoup le cinéma, et puis vous aviez des films qui sortaient tranquillement en salle, et puis après ils allaient à Canal+, et puis après ça allait dans les... Voilà, vous aviez un petit monde du cinéma qui fonctionnait bien, hein, qu'on renaît peut-être un peu d'ailleurs, mais qui fonctionnait bien, de même pour les grands documentaires, etc. Et là... Alors, d'une certaine façon, ce qui s'est passé, c'est que maintenant, je crois qu'il y a une personne sur trois qui est abonnée à une plateforme. Elles sont toutes d'origine américaine. C'est-à-dire qu'on a l'impression que là, on a un monde des médias français et même européens qui est complètement dépassé par les événements, par ces plateformes auxquelles beaucoup d'auditeurs sont probablement d'ailleurs abonnés. Oui, on retrouve ici cette vague finalement qui a permis l'Internet et cette transformation de paradigme, de voir arriver de nouveaux acteurs. Alors cette fois-ci plutôt des plateformes telles que des services de vidéo à la demande. Hein. Je pense à Netflix, à Paramount, à Paramount+, à Disney+, et bien d'autres encore, qui ont finalement... Netflix est arrivé en France en 2014. Nous sommes en 2024 et il y a plus de 220 millions d'habitants sur la planète qui sont abonnés à Netflix. Il en va de même quasiment pour Disney et pour Amazon Prime et n'est pas loin derrière. Donc effectivement, on a des foyers français qui sont exactement comme tous les autres Européens, Américains, ou asiatiques, exactement, d'autres contrées, comme on dit, qui se sont emparés de ces nouveaux outils. Ça a été très très fort au moment évidemment de la crise sanitaire, puisque l'ensemble des autres activités culturelles nous étaient interdites, comme le cinéma ou les spectacles vivants. Et de là, nous sommes tous tournés vers des écrans et sont tournés vers ces formidables acteurs, parce qu'ils sont formidables aussi, acteurs qui participent à la production, à la fabrique et à la circulation du patrimoine mondial, européen, français, mais également mondial. Mais là encore, pour nos médias traditionnels, qui marchent sur deux jambes finalement, et c'est bien ça l'idée de mon livre, c'est de mettre en évidence que leur modèle économique vacille, parce qu'ils marchent sur une jambe informationnelle dont on a déjà parlé, et ils marchent, et vous avez raison, sur une jambe aussi qui est celui du divertissement, c'est-à-dire la fabrique de séries, de films, de divertissement, de programmes de flux, de magazines ou d'événements culturels. Et là encore, ils sont directement concurrencés par des acteurs qui sont bien plus qu'eux. Si vous regardez... Alors ça, bon, c'est dommage pour eux, mais en quoi est-ce que c'est un problème? Et en quoi est-ce que c'est une urgence démocratique? Parce que, bon... Que je vois un bon film ou une bonne série, à la limite que je vois sur TF1, sur France Télévisions ou sur Netflix, du moment que voilà, ça a été, il y a de bons réalisateurs, que c'est intéressant, etc., que ça m'apporte quelque chose, peu importe sur quel média je regarde, je pousse un peu, mais enfin bon, c'est le problème. Après, c'est le problème des dirigeants, de leur modèle économique, mais c'est pas mon problème en tant que spectateur. Alors c'est là qu'il y a peut-être un petit X, c'est-à-dire qu'à la fois les médias ont cette caractéristique
économique d'être des médias à part entière, des entreprises entièrement à part d'abord, et à part entière. Donc à part entière parce qu'elles doivent réaliser une audience, avoir des recettes, elles emploient des gens, elles doivent participer à la croissance. Et malheureusement, si elles sont trop confrontées à une concurrence, eh ben elles meurent exactement comme n'importe quelle autre entreprise. Mais dans le même temps, elles sont justement des entreprises entièrement à part, puisque elles ont comme fabrique première, comme matière première, c'est celle de fabriquer des programmes qui sont dites culturels. Donc ça embarque la souveraineté culturelle, donc ça embarque la souveraineté d'une Europe ou d'un pays, la raison pour laquelle nous nous sommes battus dire que, pour l'exception culturelle. M6, même France Télévisions s'embarrasse beaucoup de programmes culturels, donc... je dirais pas ça. Non, parce que à la fois, alors après tout dépend, on pourra évidemment en discuter, mais tout dépend de ce qu'on appelle un programme culturel. Mais par exemple, un jeu télévisé, ça participe finalement d'une culture d'un pays. The Voice, ça dit quand même quelque chose. Alors là, culturellement, c'est pas français, mais on voit bien que ça embarque tout le monde. Ça fait plaisir à beaucoup de monde. Et puis les chaînes de télévision ont des obligations. Et c'est là qu'on rentre un peu dans le vif du sujet. C'est-à-dire que les raisons pour lesquelles finalement l'ensemble des chaînes participent et sont régulées par le CSA d'avant et aujourd'hui l'ARCOM, parce qu'il y a tout un modèle économique qui a été fabriqué, tout un cadre réglementaire avec un modèle économique pour pouvoir participer au financement de cette production audiovisuelle et cinématographique. Donc reprenons le groupe France Télévisions, vous disiez pas tellement, un peu plus que si, par exemple, ils investissent 500 millions d'euros par an justement dans la production audiovisuelle. Ils investissent 60 millions d'euros dans le cinéma. Netflix, Disney investit beaucoup plus. Investit beaucoup plus, mais peut-être pas dans la production audiovisuelle française ni européenne. Et c'est ça le truc. Comme ils ont une puissance de frappe qui est bien plus puissante et bien plus forte que les acteurs français, on risque finalement de voir se diluer toute notre production et ne plus être capable finalement d'être accessible au plus grand nombre, tout simplement en disant, dans le catalogue de Netflix, oui, il y a des films français, oui, il y a des films européens, mais ils sont totalement noyés. Quand vous avez une force de frappe comme Netflix, d'être capable de mettre 1 milliard d'euros dans des dépenses de marketing, on voit bien que si tous les matins, et le jeu de la publicité est ici, tous les matins vous dites, génial, sur la plateforme Netflix, j'ai vu tel Casa del Papel, qui est déjà maintenant très, très ancien, ou j'ai vu une série qui vient de sortir, eh bien, on voit bien que ça constitue une puissance de frappe où vous aurez envie, le jeu publicitaire du bouche à oreille, de regarder ensemble, est en train de jouer, et les productions audiovisuelles européennes n'en bénéficient pas. Donc, il faut savoir que lorsque on regarde finalement le champ aujourd'hui des chaînes de télévision, elles ont des obligations, à la fois des obligations pour protéger le jeune public, pour participer à la diversité, et elles ont tout un ensemble de règles en matière informationnelle, mais en matière de production audiovisuelle et cinématographique, elles ont aussi un grand nombre de règles. Donc c'est 20% du chiffre d'affaires obligatoirement de Canal+, qui part au CNC pour participer à la fabrique justement de films, de séries et d'œuvres de patrimoine européennes et audiovisuelles. Et il en est, non pas de même à des mêmes pourcentages, mais de près de 3,2% du chiffre d'affaires réalisé par le groupe France Télévisions, réalisé par les chaînes de télévision, qui participent obligatoirement à la fabrique. Donc les chaînes aujourd'hui pas aujourd'hui, depuis 35 ans, ont des obligations de participer au financement de la production audiovisuelle et cinématographique. Et ces obligations-là permettent de nourrir finalement la diversité et le pluralisme. On n'a pas ça de la part aujourd'hui des plateformes. Donc nos chaînes traditionnelles, nos médias traditionnels sont percutés d'un point de vue concurrentiel par des acteurs qui n'ont absolument pas du tout les mêmes obligations et qui ont une force ces obligations datent d'une époque où il n'existait pas, où ces technologies n'existaient pas, complètement, où la VOD n'existait pas, tout etc. Donc voilà, est-ce qu'on peut s'accrocher à des réglementations, à des contraintes qui datent d'une époque où la technologie était totalement différente? Alors est-ce qu'on peut accepter de perdre notre souveraineté culturelle et européenne parce que les technologies n'existaient pas auparavant? C'est un vrai enjeu quand même culturel. Il y a une vraie politique culturelle à mener. Cette politique d'exception culturelle, nous sommes très heureux d'avoir le 2e cinéma au monde. Donc c'est aussi notre patrimoine qui est exposé. On est les seuls en Europe. Mais pourquoi nous sommes les seuls? Ce qui s'est passé en Allemagne, en Italie, où le cinéma a quand même disparu. Et pourquoi ?
Oui, probablement parce qu'il n'y a pas eu cette politique. Tout simplement parce qu'il n'y a pas une politique culturelle, une volonté politique de mettre en place une exception culturelle qui vise à avoir finalement à garder nos salles de cinéma sur tout notre territoire et à obliger les chaînes de télévision à participer au financement. Mais d'ailleurs, on a beaucoup avancé. On n'a pas dit les chaînes de télévision, maintenant c'est la télévision de papa et puis les nouveaux sont arrivés. C'est pas vrai. La transposition de la directive de services de médias audiovisuels au niveau européen a été transposée donc dans tous les pays, et notamment en France, tous les pays européens bien sûr, en France notamment, et qui embarque et qui oblige ces nouveaux acteurs à participer au financement de la création. Donc finalement, c'est pas eux qui nous ont imposé, c'est nous qui sommes parvenus à leur dire que oui, certes, notre modèle est ancien, mais il a des vertus en matière de souveraineté culturelle, il a des vertus, je le dis aussi, parce que les deux vont ensemble, à la protection de la fabrique d'une information de qualité qui sont en fait des ciments de notre culture nationale, mais qui sont aussi des ciments démocratiques. Mais Nathalie Sonac, ce que vous décrivez là, je continue à vous embêter un peu, mais c'est normal. C'est le jeu. C'est le jeu, et en plus, votre livre répond en partie à la question que je vais vous poser. Mais ce que vous décrivez, c'est pas tellement, en fait, au niveau culturel, à ce niveau-là. C'est pas tellement l'Europe vis-à-vis des États-Unis, l'enjeu européen, etc. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de pays qui ont laissé tomber depuis longtemps. Donc c'est plutôt la France, dernier bastion un petit peu, face un peu au reste du monde, la France qui continue à protéger son cinéma, etc. Jusqu'à combien de temps est-ce que cette digue va encore tenir ? Mais elle tient encore, cette digue, dans la mesure où il n'y a pas que la France qui le fait. L'Europe, justement, l'Europe se bat pour ça. L'Europe culturelle et l'Europe, en tout cas, moi, je me bats aussi également pour ça. Et on a les moyens de le faire. Parce qu'elle a des vertus, parce qu'elle est... On ne peut pas simplement dire, écoutez, le cinéma italien est perdu, le cinéma anglais est perdu, tant pis, tournons-nous vers les Américains. Ça dit quelque chose d'avoir une culture, ça fait du ciment social. Regardez la fragmentation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, le contexte de déconsolidation de notre démocratie dans lequel elle est, la culture a un rôle essentiel. La politique culturelle, elle est indispensable pour nos démocraties, pour le maintien de nos démocraties. Et donc il est essentiel que tout un peuple, et les peuples européens, puissent avoir accès à leur culture. Ce qui ne veut pas dire, je ne suis pas du tout dans l'opposition, ça ne signifie pas que les plateformes américaines sont les mauvais, nous sommes les gentils, pas du tout. Ça signifie tout simplement, c'est de bien comprendre qu'en face, les actes, quand je dis en face, c'est dans la mesure où ils ne sont pas européens, les États-Unis aujourd'hui, les Chinois demain, ont des cultures qui ne sont pas la nôtre. Donc, il faut absolument que la nôtre puisse exister dans cette nouvelle ère numérique. Et les Européens ont déjà pris des mesures. J'évoquais la transposition de la directive des services de médias audiovisuels. C'est une harmonisation qui a été réalisée avec l'ensemble des pays européens, de l'Union européenne, pour pouvoir justement garder un cadre, adapter le cadre justement à l'ère du numérique et en même temps l'adapter pour faire bien comprendre à ces nouveaux acteurs qu'il y a des règles, qu'il y a des lois et que nous devons aussi pour notre propre souveraineté à la fois informationnelle et culturelle, imposer notre modèle. Il n'y a pas de raison, outre pour des raisons marchandes uniquement, que leur modèle devrait nous être imposé. C'est extrêmement grave. On a l'impression qu'on est toujours sur la défensive. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux qu'il y ait une industrie culturelle européenne puissante qui, à la limite, vende dans le reste du monde un certain nombre de choses? Parce que les Américains nous vendent des séries, mais on pourrait aussi... on ne leur en vend pas beaucoup. On pourrait imaginer que nos séries intéressent au niveau international, mais pédophiles, etc. Elles le font, les pays européens et la France. Mais moins qu'avant, quand même, parce qu'il n'y a plus la même... Peut-être pas moins qu'avant, mais ce qu'il y a, c'est que c'est peut-être plus noyé comparativement auparavant. Mais aujourd'hui, il existe. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi on veut défendre cette diversité. On voit bien que la taille a un effet central. La taille de ces entreprises, l'effet de taille à laquelle elle conduit justement à un monopole. L'économie numérique nous le dit très bien et nous le montre, pas simplement dans le secteur des médias, mais dans l'ensemble des autres secteurs. On est dans une économie, c'est the winner takes it all, c'est-à-dire que celui qui arrive en premier parvient à générer des effets de réseau tellement puissants qu'il écarte les autres. Or, la concentration est un enjeu fondamental et essentiel dans le monde démocratique, dans le monde capitaliste que l'on dénonce. Pourquoi on ne veut pas
qu'il y ait de situations monopolistiques Et dans vous la pensez qu'il y a un mesure vrai mouvement européen actuellement et là-dessus de défense, bien Oui. sûr, parce que la défense qui joue, c'est la défense de la diversité, la défense du pluralisme, la diversité par définition, c'est un émiettement finalement, mais cet émiettement-là fait que vous avez une taille plus petite et donc moins d'armes pour vous défendre. Donc c'est cette diversité-là qui évidemment prend plus de temps, demande plus de moyens, peut-être oblige à plus de subventions, mais pour pouvoir permettre qu'elle puisse exister. Et elle est centrale, elle est essentielle si on ne veut pas simplement avoir un seul modèle qui nous soit imposé, que d'une part nous n'avons pas choisi, ensuite qui nous a imposé. On n'a pas eu l'occasion, mais on ne peut pas tout dire, mais un monsieur comme Elon Musk qui pilote, qui est patron de Twitter, à partir du moment où il décide de couper, par exemple, l'accès à des journalistes, à son réseau, tout simplement parce qu'il est décidé que ces journalistes-là ont dénoncé de son pratique, nous n'aiment pas, eh bien on voit bien que c'est une vraie atteinte au pluralisme. Et comment il parvient à faire ça? Parce qu'il est extrêmement puissant. Oui. Alors, justement, là, on aborde un dernier point de votre livre. On n'a pas pu aborder tous les points, évidemment, mais qui justifie pleinement cette idée d'une urgence démocratique. C'est-à-dire que vous montrez bien que la diversité culturelle, la diversité informationnelle est un élément de stimulation de la démocratie très important. Moins les gens sont informés, moins ils vont voter, en gros. Et moins ils s'intéressent, etc. Donc il y a ce côté stimulation par les médias sur lequel vous insistez et qui effectivement paraît pour le coup extrêmement important pour la survie de la démocratie. Je crois vraiment que les médias ont un rôle social, sociétal, et aujourd'hui on pousserait jusqu'à environnemental. Bien sûr, c'est en ce sens que les médias, et qu'il y a urgence démocratique, et il y a un rapport, et que les médias jouent un rôle essentiel. Il y a un rapport qui a été fait aux États-Unis par Stigler en 2019, qui est extrêmement intéressant, qui fait justement une analyse, ce sont plusieurs chercheurs, mais c'est piloté par Stigler, qui ont fait une analyse justement des paysages médiatiques aux États-Unis et en Europe, montrant bien la corrélation aujourd'hui évidente, la corrélation qui existe entre la diminution des journaux dans les contrées américaines avec le vote. Donc, moins vous avez de journaux, moins il y a de gens qui vont voter. Donc et dans le même temps, vous voyez, pour tout de suite mettre la contradiction, on est dans un espace aujourd'hui informationnel beaucoup plus large et qui apparaît comme moins démocratique, parce que plus concentré. Donc, il est plus concentré entre les mains de quelques-uns, comme nos amis les plateformes, qui sont des gatekeepers, c'est-à-dire que c'est eux qui, par des portails, donnent accès à l'information. Si vous coupez le noyau de l'accès, le hub de cet accès à l'information, c'est une myriade d'informations qui s'en va. Donc, d'où l'importance de la réglementation, d'où l'importance de redéfinir un cadre et un marché pertinent de l'information, parce que effectivement les médias traditionnels, et demain les médias numériques, il y a tout simplement une réorientation et une prise en considération de ces nouveaux acteurs qui jouent aussi un rôle essentiel. On parle des médias traditionnels, mais de plein de nouveaux sites, un Hugo Décrypte par exemple qui me vient tout de suite en tête, joue un rôle très important, et c'est un natif du numérique, c'est un pure player comme on dit. Donc ce que ça montre vraiment ces études-là, c'est qu'effectivement depuis l'arrivée du numérique, on s'informe différemment, on s'informe beaucoup moins, et c'est corrélé au fait qu'on nous allions dans l'ensemble, évidemment, c'est pas individuellement, mais dans l'ensemble, moins voter. Et ça, évidemment, d'un point de vue démocratique, c'est catastrophique. Thaïs Sedak, est-ce que vous pensez que l'Europe est en mesure d'imposer ce genre de choses ? On va terminer sur cette question parce qu'on arrive au bout de notre entretien. Parce qu'on voit très bien, par exemple, les Chinois se passent très bien de Google, etc. Ils arrivent à imposer leur propre plateforme. Mais franchement, ce n'est pas un modèle qui m'inspire. Non, ce n'est pas spécialement un modèle démocratique. Ce n'est pas du tout un modèle démocratique. C'est la raison pour laquelle il faut absolument qu'on trouve notre voie. C'est à la fois c'est ça le danger, c'est-à-dire que les modèles qui émergent ne sont pas forcément des modèles démocratiques. Le modèle américain ne nous plaît pas, parce que c'est simplement celui de la maximisation du profit. Et le modèle, évidemment, chinois est un modèle totalitaire qui ne nous plaît pas. L'Europe doit trouver, et l'Europe est en train de trouver sa voie avec la directive qu'on a déjà évoquée, mais également avec des règlements comme ce qu'on appelle le Digital Service Act ou le Digital Market Act, qui visent
justement à encadrer ces plateformes, à les responsabiliser sur les contenus qui circulent sur les réseaux, à prendre des mesures qui visent notamment à l'éducation aux médias et à l'information, qui est l'un de mes grands dadas, parce que c'est central. Donc, cette urgence-là, l'Europe, moi, me semble-t-il, a aujourd'hui véritablement pris le bon chemin. Maintenant, l'urgence demeure parce qu'il faut absolument un nouveau cadre national qui n'est pas encore défini et dont on peine à voir la politique. En tout cas, Nathalie Senac, votre livre « Le nouveau monde des médias, une urgence démocratique » aux éditions Odile Jacob, y contribuera certainement. Merci d'être venu au micro de Pile Poule. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci Marc, merci à vous. C'était Pile Poule, une émission de Marc Wielinski, que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h. Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français, 01 53 59 47 47.